La Révolution atlantique, quand la guerre d'indépendance américaine et la Révolution française font des petits un peu partout dans le monde occidental. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment comment la guerre d'indépendance américaine et aussi la Révolution française vont contribuer à faire reculer dans ces régions les régimes monarchiques, du moins pour un temps. Sauf que, on avait vu à la toute fin de la capsule précédente de quelle façon les choses sont en train de se corser en France. On a vu qu'avec Robespierre, avec son comité de salut public, à quel point on va entrer dans une ère de terreur. On n'en est pas quitte après la mort de Robespierre parce que les choses continuent à s'aggraver en France. En fait, le gouvernement entre dans une zone de chaos, ce gouvernement républicain, et de plus en plus, il doit être soutenu par l'armée pour simplement survivre. Or, c'est généralement une mauvaise idée pour un gouvernement de dépendre entièrement de l'armée pour survivre parce que finit par germer dans la tête de certains généraux l'idée de peut-être prendre le pouvoir. C'est l'idée qui va germer dans le cerveau d'un certain Napoléon Bonaparte, une étoile montante dans le monde militaire de la France d'après-Révolution. Donc, ce Napoléon Bonaparte va grimper rapidement les échelons pour éventuellement fomenter un coup d'État en 1799 à son profit. Alors, au début, en étant nommé le premier consul parmi trois, mais éventuellement, il s'empare de la couronne, se fait couronner et devient l'empereur des Français. Napoléon Ier qui ramène une idée de monarchie en France est quand même doublé d'un homme d'État qui va amener des réformes extrêmement importantes et extrêmement intéressantes dans certains cas pour la France qui avait des vieilles institutions quelque peu désuètes. Alors, il va apporter son lot de changements au sein de la France, mais cet homme d'État est doublé aussi d'un homme militaire extrêmement aguerri qui va entreprendre avec beaucoup d'ambition une conquête du monde européen. Et par le fait même, les troupes de Napoléon qui vont sillonner l'Europe vont apporter avec elles leurs armes, mais aussi certaines idées de la Révolution. Alors évidemment, l'ironie ne nous échappe pas ici que un représentant des idéaux de la France révolutionnaire va finalement asservir une bonne partie de l'Europe. Cela dit, les actions de Napoléon vont susciter des réactions un peu partout à travers le monde européen et donc des foyers révolutionnaires inspirés de la France vont naître un peu partout, que ce soit en Espagne, en Irlande, dans les Pays-Bas, en Italie, en Prusse, etc., etc. Donc, les idées révolutionnaires qui sont nées avec la Révolution française sont là pour rester. Elles sont en train de germer un peu partout en Europe. Et c'est ce qu'on appelle la révolution atlantique parce que ces mouvements qui ont lieu en Europe se répercutent également en Amérique. Alors, il y a notamment l'Amérique latine où est-ce qu'il y aura un vaste mouvement de révolution, à un tel point que les anciennes colonies espagnoles et portugaises vont finalement s'émanciper pour devenir indépendantes. Ainsi donc, les bouleversements que connaît l'Europe ne resteront pas sans écho dans les colonies d'Amérique. Alors, les idéaux révolutionnaires traversent rapidement même les plus grands océans. Et c'est le cas de l'Amérique latine du début du 19e siècle. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, l'Espagne et le Portugal dominent et exploitent encore toute cette partie de l'Amérique latine qui est comprise entre le Texas et la Terre de Feu. Et c'est ce qu'on appelle l'Amérique latine, alors donc qui représente plus de 20 millions de kilomètres carrés, peuplés d'environ 20 millions d'habitants. Une des choses qui frappe lorsqu'on contemple le tableau démographique de l'Amérique latine de cette époque, c'est sa grande diversité raciale. D'abord, on compte environ 8% de Noirs qui sont concentrés surtout au nord-est du Brésil et qui sont au bas de l'échelle de la société. Ensuite, à leur côté, il y a environ 46% d'Autochtones, pour la plupart qui sont réduits aux travaux les plus harassants, les mines, et qui sont décimés en plus par les maladies épidémiques et qui explosent régulièrement en révoltes qui sont réprimées extrêmement cruellement. Au-dessus d'eux,
On trouve 20% de Blancs, en majorité des Créoles, qui sont des descendants de colons européens qui sont nés en Amérique, mais ces Créoles sont généralement méprisés par les Espagnols et les Portugais directement originaires de ces pays et qui ont tendance à être au sommet des gouvernements qui occupent les postes les plus élevés de l'administration civile ou religieuse. Enfin, pour compléter le tableau déjà varié de cette population d'Amérique du Sud, on trouve 26% de sang-mêlés, de métis qui évoluent entre les deux extrêmes, dépendant de si leur peau est plus blanche ou plus foncée. Alors donc, dépendant de cela, ils vont occuper des fonctions plus ou moins importantes ou plus ou moins avilissantes. On comprendra avec cette variété de population et surtout les conditions extrêmement difficiles d'une bonne partie de cette population, à quel point il y a un fort désir chez ces populations-là de s'émanciper, de se libérer. Et cette émancipation aura plusieurs causes, justement, donc des causes internes et des causes externes. Voyons voir d'abord les facteurs internes. Alors déjà, le mercantilisme rigide imposé par les métropoles, donc parce que les colonies d'Amérique du Sud sont au service de l'économie des métropoles comme le Portugal et l'Espagne. Alors donc, ce mercantilisme va vider les colonies de leurs meilleures richesses et empêcher la naissance d'une industrie ou d'un commerce qui serait profitable aux coloniaux. Alors déjà, le contexte se prête fort mal à améliorer la situation de la population. D'autre part, le pouvoir politique échappe aux gens locaux. Alors donc, même les créoles n'arrivent pas à occuper des postes clés dans l'administration de leur propre pays, de leur propre colonie. Alors, ce sont les Espagnols et les Portugais qui dominent le jeu. Encore une fois, pour les intérêts de la métropole et non pas des colonies. D'autre part, sur le plan idéologique, il faut considérer le fait que les événements qui ont lieu en Amérique du Nord, notamment la guerre d'indépendance américaine, mais aussi en Europe comme la Révolution française, ces événements commencent à influencer de façon importante les mentalités en Amérique latine. Le besoin d'émancipation augmente sans cesse face à ces exemples-là. Et donc, ces facteurs vont jouer un rôle important donc dans la fermentation d'une révolte au sein de la population. Mais il faut considérer également des facteurs externes qui viennent influencer tout ça. Alors, notamment, les conquêtes napoléoniennes en Europe vont contribuer à affaiblir les métropoles, notamment le Portugal, notamment l'Espagne. Alors, pendant que les métropoles sont affaiblis par ces conquêtes, c'est peut-être une occasion aux yeux des populations d'Amérique du Sud de se révolter pendant que la résistance du sommet risque d'être à son plus bas niveau. D'autre part, les colons en Amérique du Sud vont être appuyés par la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne qui ne le fait pas simplement par abnégation ou par gentillesse, mais parce qu'elle vise les marchés de l'Amérique latine. Donc, elle veut damer le pion à l'Espagne et au Portugal. D'autre part, les États-Unis appuient eux aussi les colons parce qu'ils veulent que l'Europe soit chassée de l'Amérique. Alors, les États-Unis constituant une économie montante, ils sentent de plus en plus qu'ils aimeraient dominer le jeu en Amérique et les Européens sont évidemment des concurrents pour eux, des concurrents qu'ils veulent chasser à l'image des Anglais qu'ils ont chassés de leur propre territoire. Alors, donc, pour toutes ces raisons-là, les colons sud-américains sont portés de plus en plus à se rebeller et c'est ce qui va avoir lieu. Donc, après 3 siècles d'exploitation économique et d'injustice politique, les colonies de l'Amérique du Sud sont emportées par un vaste mouvement révolutionnaire. Alors, ce mouvement, qui est dirigé par les créoles, est de nature plutôt libérale. Alors, on se libère, on combat les métropoles affaiblies et donc des États souverains vont être fondés par le biais de ces affrontements, notamment la République de la Grande Colombie, le Pérou, le Chili, les Provinces-Unies du Rio de la Plata et le Paraguay et la Bolivie. Et plus tard, donc, d'autres divisions vont apparaître également. Donc, l'Amérique latine est en train d'évoluer très rapidement à cette époque-là. Néanmoins, il faut quand même dresser un portrait circonspect des circonstances. Beaucoup de révolutionnaires vont être déçus
de l'après-révolution. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là vont se heurter à beaucoup de difficultés. D'abord, la difficulté des rivalités régionales. Alors, tous ces hommes politiques qui prennent le flambeau pour affronter la métropole, tous ces gens-là sont rivaux. Ces différentes régions-là le sont également. D'autre part, il faut tenir compte du fait que l'Amérique latine est immense au niveau territorial. Donc, les territoires sont immenses, les voies de communication sont limitées. Donc, tout ça va influencer les résultats, c'est que, évidemment, les ambitions personnelles des différents hommes politiques vont se heurter les unes les autres, les intérêts régionaux vont se heurter aussi, donc des rivalités vont se créer entre les différentes régions de l'Amérique latine. Et à cela, il faut rajouter aussi le fait que tous ces dirigeants, ces nouveaux dirigeants manquent d'expérience parce que pendant des siècles, ce sont des dirigeants européens, c'est-à-dire portugais et espagnols, qui vont mener et administrer le pays. Les nouveaux dirigeants ont peu d'expérience et ça va jouer dans la balance. Plusieurs erreurs difficiles à rattraper par la suite vont être commises. D'autre part, il faut bien tenir compte aussi d'une autre chose, c'est que contrairement aux États-Unis, aux anciennes colonies qui sont devenues les États-Unis, il n'y a aucune tradition de démocratie là-bas. Alors évidemment, la démocratie va avoir du mal à s'implanter dans des conditions semblables. Ça prend du temps avant que la démocratie s'inscrive véritablement dans les mœurs. Et en conséquence, on va assister dans les décennies et même le siècle qui va suivre à une instabilité politique dans les républiques qui ont été nouvellement créées à l'occasion des révolutions en Amérique latine. Alors, les pouvoirs vont passer tout simplement d'une main à l'autre. Alors, les anciennes élites espagnoles et portugaises vont être remplacées par des nouvelles élites locales. Finalement, les grandes familles propriétaires de grandes terres vont mener le jeu désormais à leur profit uniquement, évidemment. L'Église va profiter de l'occasion également, l'Église catholique, parce qu'évidemment, la nature ayant horreur du vide, le vide ainsi créé va être comblé en grande partie par l'Église qui va en profiter pour dominer davantage l'Amérique latine. Alors donc, tout ça, ça va faire en sorte que beaucoup d'instabilité va résulter de cette situation et ça va se répercuter sur les décennies qui vont suivre. Et donc, le développement social et économique en Amérique du Sud va prendre du retard au cours du 19e siècle. Et l'Amérique du Sud peine encore de nos jours à rattraper ce retard par rapport aux pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Évidemment, on ne saurait parler de tous ces événements révolutionnaires au sud de l'Amérique sans évoquer ce qui se passe plus au nord, plus précisément au Québec. Alors donc, au Québec également, il va y avoir un mouvement révolutionnaire, donc le mouvement des Patriotes, la rébellion des Patriotes, qui est loin d'être un élément isolé, mais qui s'inscrit plutôt dans un vaste mouvement révolutionnaire qui embrasse tout l'Atlantique. Alors donc, ici aussi, au Québec, on va être influencé par les effets de la guerre d'indépendance américaine. Rappelons-nous que les Américains ont vaincu et de nombreux Anglais, qu'on appelle les loyalistes, vont fuir le pays. Certains pourraient aller s'établir en Angleterre, mais un plus grand nombre d'entre eux vont aller s'établir dans les colonies britanniques du Nord. Donc, un arrivage de nombreux anciens colons américains vont donc désormais débarquer au Québec et dans le reste des provinces du Nord, des provinces britanniques du Nord. Alors, pour les accommoder, eux qui ont été fidèles, loyaux à la couronne d'Angleterre, on va promulguer l'acte constitutionnel de 1791, donc qui va amener notamment à la création des deux Canada, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Alors, cette structure politique qu'on crée à cette occasion va comprendre entre autres des assemblées, etc., mais avec au sommet un exécutif fort, alors qui prend ses sources de l'Angleterre, qui prend son pouvoir de l'Angleterre, parce que, évidemment, suite aux traditions démocratiques des colonies américaines, on avait assisté à cette révolution. Alors, pour éviter tout ça, on essaie de donner le moins de pouvoir possible aux assemblées. Donc, on a un exécutif fort au sommet avec le gouverneur et en dessous, il y a des assemblées. Cela dit,
Avec tout ça, on assiste au développement d'une vie parlementaire. Et au sein de l'Assemblée au Québec, au Bas-Canada, deux groupes vont se dégager plus particulièrement et vont s'affronter pour faire valoir leur projet de société. D'un côté, il y a le British Party qui s'appuie sur le gouverneur et sur les deux conseils. Il représente les intérêts des marchands et des financiers britanniques. Alors que de l'autre côté, le Parti canadien représente la majorité francophone et rurale. Alors, avec le temps, on va assister à une montée des tensions entre les deux intérêts différents. Et les deux projets de société génèrent en fait des tensions politiques et ethniques qui vont cumuler avec les rébellions de 1837-1838 et l'union des deux Canada. C'est qu'en fait, le Parti canadien dont je parlais tout à l'heure, qui représente les Canadiens français, il va finir par se radicaliser à partir de 1826, alors qu'il devient maintenant, il prend le nom de Parti patriote, avec Louis-Joseph Papineau comme chef. Et cette radicalisation va s'inscrire sous les thèmes du nationalisme, du réformisme, de l'anticléricalisme et du libéralisme. Alors évidemment, c'est un mouvement qui est mené par les élites bourgeoises du Bas-Canada de cette époque-là et qui tire ses sources de la Révolution française notamment. Alors, un affrontement était inévitable. Rappelons-nous la force du gouverneur et de l'exécutif au sommet. Alors donc, les élites bourgeoises bas-canadiennes réclament de plus en plus d'indépendance. Donc, ils veulent un gouvernement responsable, un gouvernement qui sera responsable à leur égard plutôt que responsable envers l'Angleterre. Donc, parce que le gouvernement de cette époque-là se souciait assez peu des desiderata de la population bas-canadienne et se souciait davantage des intérêts de la royauté et du Parlement britannique. Alors donc, c'est de cette façon-là que le Parti patriote va envoyer ses revendications lors d'une pétition qui va comprendre 92 résolutions à l'intention de la Grande-Bretagne. Alors, c'est un véritable programme politique qui est amorcé à cette époque-là. On fait plusieurs revendications, notamment on demande la responsabilité ministérielle, on demande le contrôle du budget, on demande l'élection du Conseil législatif et on veut régler aussi le problème des terres. Alors, plein de revendications, 92 au total, qu'on va envoyer à l'Angleterre. Quelle sera la réception de ces résolutions? Le gouvernement anglais va refuser chacune des 92 résolutions. Alors, à partir de ce moment-là, voyant que les voies démocratiques ne l'emportent guère et que on se heurte à une fin de non-recevoir de la part du haut, tout ça va amener des soulèvements armés. Alors, donc, la violence éclate à la fin de l'année 1837 entre quelques centaines de patriotes et l'armée anglaise. Alors, malgré la vaillance de certains combattants du côté des patriotes, il faut bien dire que la loi du nombre n'était pas en leur faveur. Ça sera un échec monumental que cette révolution des patriotes, malgré quelques beaux efforts courageux et une belle organisation au niveau de la logistique, tout ça sera inutile face à la puissance de l'armée anglaise. Donc, finalement, la révolte sera réprimée et au total, 12 patriotes seront pendus pour leur participation à cette rébellion et environ 60 autres seront déportés dans les colonies pénitentiaires d'Australie. Évidemment, le fait de les pendre tous ensemble, 12 en même temps, est un geste éminemment politique pour bien montrer au reste de la population à quoi ils s'exposaient en s'opposant au pouvoir britannique. Alors, quelles seront les conséquences de cette défaite des Patriotes? On peut en isoler trois qui sont particulièrement importantes. D'abord, le nationalisme patriote va désormais perdre sa dimension territoriale, dans la mesure où est-ce que cette tentative de libérer le territoire aura échoué face à l'armée anglaise. Désormais, le nationalisme des populations du Bas-Canada, ce nationalisme va se réduire à sa dimension culturelle et religieuse pour plus d'un siècle, jusqu'à temps que reviennent les élans souverainistes des années 60. D'autre part,
Tout ça va avoir un effet de repli de la société autour des valeurs conservatrices et le rejet du modernisme. Rappelons-nous que ce sont les élites bourgeoises qui mènent le mouvement des patriotes et ce mouvement qui va échouer va amener un rejet de toutes les valeurs véhiculées par les élites bourgeoises. Donc, les forces de progrès social vont être maintenant assimilées à la culture dominante anglo-saxonne et on va refuser de plus en plus ces valeurs qui ont fait tant de mal à la population. Et d'autre part, comme la nature a horreur du vide, je l'ai dit précédemment, on va assister à la montée du pouvoir de l'Église. C'est qu'évidemment, comme on fait de moins en moins confiance aux les élites bourgeoises, on va se tourner davantage vers les élites religieuses. Et donc, c'est ce qui va amener l'Église à prendre vraiment beaucoup de place dans les populations du Bas-Canada et plus tard du Québec. Alors donc, l'Église va mener pendant longtemps cette population jusqu'à la Révolution tranquille dans les années 60. Alors, que conclure de tous ces événements révolutionnaires, que ce soit au niveau des États-Unis qui naissent à cette occasion-là, ou la Révolution française qui amène une république qui va être heurtée de plein de soubresauts? Alors, tous ces mouvements révolutionnaires qui ont lieu en Europe, en Amérique latine, qui donnent naissance d'ailleurs en Amérique latine à des nouvelles républiques, mais très imparfaites et très instables politiquement, et avec cet échec du côté des Canadiens français, comme on les appelle à l'époque, qu'est-ce qu'on constate au travers de tout ça? C'est que la démocratie, avec toutes les valeurs qui les accompagnent, sont extrêmement difficiles à implanter dans une société qui n'a pas ces traditions-là. Alors, ça amène souvent des contre-coups, des soubresauts. Alors, on l'a vu avec la France qui, après sa révolution, a bien des difficultés à surmonter. Aux États-Unis, l'impact est moins visible dans la mesure où est-ce qu'il y avait déjà quelques traditions démocratiques auparavant lors des assemblées qui existaient dans chacune des colonies, des 13 colonies. Néanmoins, c'est loin d'être l'égalité. Alors, il y a toute la question de l'esclavage, toute la question des prolétaires qui vont vivre toutes sortes de drames jusqu'à temps que les syndicats s'en mêlent et encore. Et d'autre part, donc, remarquons les échecs qui ont lieu à plusieurs autres endroits. Alors donc, le constat qu'on doit faire, c'est que une démocratie s'implante extrêmement difficilement avec plusieurs étapes, avec plusieurs écueils qu'elle doit éviter d'une fois à l'autre. Alors, la démocratie, on le voit à travers le regard de l'histoire, est quelque chose d'extrêmement difficile à implanter et reste inévitablement fragile parce qu'elle s'appuie sur la bonne volonté de ses membres et ainsi aucune nation n'est à l'abri des révolutions, des contre-coups, des contre-révolutions, etc. Donc la démocratie est tout le temps quelque chose sur lequel on doit travailler au jour le jour, année après année.